Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description si vous appréciez mon travail, bien sûr. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Donc là, bien évidemment, on va tout d'abord parler de la parade militaire en Chine qui a montré un nouveau trio, jamais vu d'ailleurs, c'est-à-dire Vladimir Poutine, Xi Jinping et Kim Jong-un. Et certains grands médias internationaux n'ont pas hésité à appeler ce trio le nouvel axe du mal qui effraie tant l'Occident, et oui, étant donné le spectacle de puissance que nous a donné à voir Xi Jinping. Alors évidemment, plus de 10 000 soldats qui marchent et se comportent à la perfection, une discipline absolument parfaite, sans faille, chaque mouvement est calibré, mesuré, c'était très impressionnant, il est vrai. Et on a pu voir de nouvelles armes. Et oui, il y avait beaucoup de soldats, mais aussi de nouvelles armes. Et j'ai envie de vous dire, c'était le plus important concernant le spectacle de puissance que voulait montrer Xi Jinping. Alors bon, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les nouvelles armes parce qu'elles étaient bien trop nombreuses, avec en plus des noms que personne connaît, puisque ça vient de sortir. Donc inutile d'embrouiller tout le monde. Mais pour faire simple, pour résumer, le plus important, c'est qu'on a vu un nouveau missile intercontinental nucléaire, un nouvel ICBM, voilà, très impressionnant, et qui se veut un jumeau du Sarmat, le fameux missile intercontinental russe, tout dernier cri. Donc apparemment, il aurait des caractéristiques similaires. Bon, c'est ce que disent les Chinois. Alors ça c'est une très grosse nouvelle dans la dissuasion nucléaire mondiale, puisqu'il n'y avait que les Russes qui avaient un Sarmat, c'est-à-dire un nouveau missile intercontinental de dernière génération. C'est un peu l'équivalent, si vous voulez, des avions de cinquième génération. Il n'y avait que la Russie qui avait ça. Bah, maintenant, d'après la Chine, il y aurait donc ce nouveau missile qui s'appelle le DF-61. Bref, donc là, Donald Trump a de quoi avoir peur, effectivement, parce que tout cela est fait pour contrer les États-Unis et seulement les États-Unis, bien sûr. Donc tout cela a fait très peur à l'Occident, les grands journaux en ont beaucoup parlé, mais pas que, hein. Nous avons aussi des nouvelles armes laser montées sur camion qui sont apparemment très efficaces puisqu'on les a vues en Ukraine et ils sont capables, et ça a été filmé, de percer par exemple une plaque d'acier d'1 centimètre à 800 mètres de distance. C'est très impressionnant. J'ai vu les vidéos en réel et ils sont aussi capables, bien sûr, grâce à un ciblage extrêmement rapide, de détruire un essaim de drone en quelques secondes. Donc effectivement, c'est très impressionnant. Là, par contre, je n'ai pas vu les images. Donc il y a tout ça. On a vu aussi deux drones sous-marins, un de 18 mètres de long, qui peut être soit armé, soit simplement un drone de reconnaissance. C'est le fameux drone noir qui ressemble à une torpille. Donc voilà, donc c'est à la fois des drones sous-marins de reconnaissance et des drones sous-marins d'attaque, kamikaze bien évidemment. On a vu aussi des drones hélicoptères, on a vu aussi des chiens drones. Voilà, bon ça, les chiens drones n'ont absolument rien de nouveau. Et d'ailleurs, les premiers à avoir fait les chiens drones, c'est la société américaine Boston Dynamics. Donc ce sont les Américains les premiers qui ont fait cela. Les Chinois ont copié. On a vu aussi un drone d'accompagnement furtif qui est la copie conforme du S-70 russe. Le S-70 russe étant un drone doté d'IA furtif qui ressemble à une aile volante et qui est censé accompagner les Sukhoi 57, les derniers avions de 5e génération russe. Eh bien, les Chinois ont fait pareil et ils nous les ont montrés lors de cette parade. Très impressionnant.
aussi comme drone, puisque énorme, hein, exactement à l'image du S-70 russe, donc très furtif, doté d'IA aussi comme celui russe. Les Américains aussi veulent faire un drone équivalent pour leur F-35. Nous verrons s'ils y arriveront. Nul doute qu'ils y arriveront d'ici peu. En tous les cas, c'est la nouvelle mode, hein, ce type de drone. On va en voir maintenant assez souvent, je pense, dans les grandes armées du monde. Donc ça, c'était vraiment les nouvelles armes les plus impressionnantes. Bon, je vous passe les nouveaux missiles anti-navires, bien entendu. Bon, c'est beaucoup moins impressionnant, donc je vais moins en parler. Et bien d'autres nouveaux missiles hypersoniques, etc. Donc bref, la Chine a tout déployé, la Chine a absolument tout montré. Et effectivement, l'Occident a de quoi s'inquiéter. Cela dit, bon, je dois mettre quand même un petit bémol là-dedans. Bah, comme je l'ai dit hier sur GPTV, où j'avais été invité pour parler des nouvelles armes chinoises montrées lors de cette parade militaire, eh bien je vais vous redire la même chose. C'est-à-dire que le point noir dans tout cela, si on veut jouer les mauvaises langues, bien entendu, c'est que faut croire sur parole les porte-paroles chinois militaires, hein, qui nous vantent des caractéristiques mirobolantes. Mais il n'y a qu'un petit problème, c'est qu'on n'a vu aucune simulation, aucun exemple en situation réelle, sauf le laser chinois qui a été déployé en Ukraine auprès des Russes, donc sauf le laser chinois monté sur camion. Mais pour tout le reste, faut croire sur parole les Chinois. C'est comme leur bombardier furtif à 3 réacteurs, le J-36, eh bien, bon, faut les croire sur parole. Quant à une IA extraordinaire, leur J-35, toujours avion de 5e génération, avion extraordinaire si l'on en croit les Chinois. Mais rien n'a été testé au combat, on n'a vu aucune image d'utilisation réelle. Alors peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Alors bon, si c'est vrai, là les Chinois sont devenus une puissance absolument énorme. Si c'est faux, là il va y avoir un petit problème. Nous verrons bien. Bon, bref, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette parade militaire chinoise. Je ne vais pas reparler des implications politiques, j'en ai déjà longuement parlé la semaine dernière, samedi dernier, avec évidemment ce bloc qui est inarrêtable, invincible militairement, et même j'ai envie de vous dire économiquement, si on prend le bloc qu'on a vu à la parade militaire chinoise, c'est-à-dire Chine, Russie, Corée du Nord. Voilà, alors si on remonte un peu plus loin, juste un jour avant, avec l'OCS 2025, on peut rajouter avec ce trio l'Inde et l'Iran en plus. Donc voilà, si on parle là de la force de la Chine, de la Russie, en réalité ces pays-là ont des alliés très forts. Alors pas forcément économiquement, hein, si on parle de la Corée du Nord et de l'Iran, mais en tous les cas militairement. Donc quand on parle de la Chine, quand on parle de la Russie, il ne faut pas parler de ces pays-là comme des pays isolés, très très loin de là d'ailleurs, hein. Parce que là je n'ai cité que des alliés de ces deux pays importants dont on parle dans les médias, mais ils ont bien d'autres alliés. Bref, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Maintenant, on va passer à la coalition des volontaires. Les 26 pays, alors sur les 26 pays, on compte dans le monde entier, mais la majorité de ces 26 pays sont quand même dans l'Union européenne, donc la coalition des volontaires, opération, j'ai envie de vous dire, de dernière chance de l'Union européenne, avec 3 locomotives, hein. On a Macron, évidemment, qui se veut la locomotive principale pour combattre la Russie, ou si vous voulez, pour aider l'Ukraine. On a Starmer et Merz, les 3 acharnés qui ne rêvent que d'une chose, c'est-à-dire une guerre avec la Russie, afin de faire une diversion digne de ce nom
pour pouvoir ne pas parler de l'effondrement de leurs pays respectifs au niveau économique, militaire et sociétal, car oui, tout s'effondre absolument à tous les niveaux. Je vous le répète à chaque fois, parce que on a de plus en plus d'informations qui ne font que créditer tout ce que je vous dis depuis 2 ans et demi. C'est un effondrement qui se voit de plus en plus. Quant à l'économie, ben écoutez, je vous conseille d'aller voir un Français excellent, hein, c'est-à-dire Marc Toiti, qui a parlé de ces pays-là, et principalement de la France, mais aussi de ces pays-là de manière très claire. Donc regardez Marc Toiti, je ne suis pas le seul, vous voyez, ça fait 2 ans et demi que je vous le dis, ou 2 ans à peu près, Marc Toiti, mais il n'y a pas que lui, hein, il y en a bien d'autres, des économistes qui le disent. Bref, donc, bah, faut bien une diversion digne de ce nom, disais-je. Et donc ça, c'est une très bonne diversion, la guerre. C'est une vieille méthode, hein, pour faire diversion des problèmes médiatiques, parce que le fait qu'un pays s'effondre dans tous les points de vue, eh bien, le fait de brandir une guerre, bah, forcément, ça permet de mettre tout le reste sous le tapis, puisque évidemment, le plus important, c'est de se préparer à la guerre. Et pour la France, on a eu le ministère de la Santé qui a prévenu tous les hôpitaux publics français qu'il fallait qu'ils se préparent à des milliers de blessés qui pourraient arriver dans les hôpitaux publics français. Alors, vous pensez que là, je suis en train de vous sortir une grosse blague. Malheureusement, je ne blague pas. Voilà, c'est au même niveau que les fascicules de survie demandés par Macron, qui devaient être envoyés à tous les Français comme avait fait la Suède. Voilà, bah c'est au même niveau de ridicule, on est dans le grotesque le plus total, parce que quand vous lisez le ministère de la Santé français, c'est imminent, on a l'impression que c'est imminent. Voilà, et donc voilà où on en est. Voilà où on en est. C'est pitoyable et c'est extrêmement triste. Et évidemment, toujours et toujours et encore, le fameux trio Angleterre, Allemagne, France. Et donc là, pour revenir à des choses un peu plus concrètes, que s'est-il passé en conclusion de cette réunion? Eh bien, ils veulent envoyer des troupes en Ukraine pour garantir une sécurité à l'Ukraine, mais seulement s'il y a l'appui des États-Unis. C'est-à-dire, en gros, de ce que j'ai compris, c'est que ce qu'il demande à Donald Trump, c'est une garantie que si ça tourne mal en Ukraine, c'est-à-dire que si la Russie attaque la force coalisée de l'Union européenne qui serait en Ukraine, eh bien les États-Unis interviendraient pour défendre cette coalition de l'Union européenne. Donc ils n'enverraient des troupes en Ukraine que s'il y a cette garantie américaine. Alors vous vous doutez bien que c'est très 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 hautement improbable, d'autant que Donald Trump a déjà été très clair suite aux 1000 demandes de l'Union européenne qui demandaient 1000 fois à Trump des garanties de sécurité. Trump a été plus que nébuleux là-dessus, il a dit oui, je vous aiderai un peu, mais principalement au niveau du renseignement. Voilà, c'est la seule chose qu'il a dit d'à peu près concret, et encore, ce n'était même pas sûr. Donc tout cela est du plus haut ridicule, car en plus, cerise sur le gâteau, cette garantie de sécurité donnée à l'Ukraine ne se fera qu'après un accord de paix signé. Alors, suivant certains journaux occidentaux internationaux, on nous dit après un cessez-le-feu signé, et d'autres journaux disent après un accord de paix signé. J'ai envie de vous dire que ça soit un cessez-le-feu signé, un accord de paix signé, à mon humble avis, cela ne se fera jamais, tout du moins selon les termes de l'Union européenne. Alors un cessez-le-feu, on peut déjà l'écarter complètement, puisque même les États-Unis l'ont officiellement écarté. Voilà. Alors là déjà, on écarte le cessez-le-feu.
Là, plus vraisemblablement, c'est qu'on parle d'un accord de paix, puisque Donald Trump a dit, suite à la réunion en Alaska, que ce serait un accord de paix et que le cessez-le-feu s'était terminé. Il n'y a que les médias occidentaux, l'Union européenne, qui en parlent encore de cela. Et c'est tout. D'ailleurs, on voit dans les médias des choses complètement ridicules. J'ai envie de vous dire, comment osent-ils publier des choses comme ça? Comme par exemple, ah oui, l'idée flotte dans l'Union européenne que on ferait une frontière à la Corée du Nord, voilà, ce genre de choses complètement idiotes, mais bon, on voit ça encore dans les médias, hein, pour vous dire la médiocrité de nos médias. Bref, donc voilà, un accord de paix, mais l'accord de paix, oui, mais l'accord de paix bah, ne peut se faire sans l'accord de Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine a réitéré le fait qu'il n'arrêterait pas bah, tant que ses objectifs militaires ne seraient pas remplis. Voilà, il a été droit dans ses bottes depuis 3 ans. Et il est absolument pitoyable, pathétique et triste de voir des réunions qui se succèdent avec Zelensky, Starmer, Merz et Macron, toujours pour ressasser des mêmes réunions qui ne sont que du vent, que du vent. Et tout le monde le sait. Mais bon, bref, vous voyez que cette coalition des 26 est du plus haut ridicule et évidemment ne peut déboucher que sur rien. Bien entendu, car encore une fois, en plus c'est des plans sur la comète, puisque ces troupes envoyées en Ukraine pour garantir la sécurité, je le répète parce que c'est très important, ce sera une fois un accord de paix signé. Donc en gros, quand la Russie aura atteint tous ses objectifs militaires, et seulement si Trump tout d'un coup fait un 180 degrés et dit ah oui oui si jamais la Russie tue des soldats de la force coalisée, ah moi j'interviendrai pour les défendre. En plus, il y a ça comme condition, qui a été clairement dit par Macron d'ailleurs, hein. Donc tout ça, et je le répète encore une fois, oui je sais, je radote, c'est du plus haut ridicule, d'autant plus que Vladimir Poutine a encore une fois répété que c'était une ligne rouge, et que donc s'il y avait des forces coalisées en Ukraine avant les accords de paix, et oui, hein, on ne sait jamais, hein, il y a mieux vaut prévenir que guérir. Vladimir Poutine a dit si jamais il y a une force coalisée avant des accords de paix, donc en gros avant qu'il ait établi tous ses objectifs militaires, eh bien il détruirait tout le monde, comme les forces ukrainiennes. Et d'ailleurs, c'est la deuxième fois qu'il le dit. Il l'a déjà dit il y a environ un an, je crois, quand Macron voulait absolument envoyer des troupes en Ukraine, où d'ailleurs il s'était retrouvé bien seul. Et oui, sans compter que l'histoire des troupes en Ukraine, ce ne serait que la France et l'Angleterre. Pistorius, il a encore répété que non seulement jamais l'Allemagne n'enverrait des troupes en Ukraine, et en plus il a ajouté, bon ça c'est la petite cerise sur le gâteau, il a réitéré pour la 40e fois que jamais l'Allemagne n'enverrait des Taurus à l'Ukraine. Mais bon, voilà. Et en plus, au même moment, on a un article que je vais vous montrer d'ailleurs, qui est paru, qui nous montre que le Pentagone a réitéré l'interdiction à Zelensky, donc à l'Ukraine, de faire des tirs à longue portée, donc avec des missiles à longue portée. L'interdiction a été réitérée par le Pentagone il y a peu. Bien sûr, on va voir tout cela en article comme d'habitude. Bref, bref, bref. Et puis bon, et là j'en finis là parce que je vais être un peu trop long dans mon introduction. Après, ne vous inquiétez pas, on va voir tous les articles ensemble et bien d'autres sujets ensemble. Mais je ne résiste pas là à vous montrer quelque chose que j'ai vu, c'est-à-dire Zaloujny qui a fait une intervention télévisée où il a dit qu'il était un grand admirateur de la science militaire russe, qu'il avait fait l'école militaire en Russie,
qu'il avait été extrêmement honoré d'avoir fait son école militaire en Russie, qu'il avait appris énormément là-bas, qu'il admirait Gerasimov, Valéry Gerasimov, le chef d'état-major présentement de la Russie, qu'il admirait Valéry Gerasimov, qu'il lisait tout ce que Gerasimov publiait, et que pour lui, la science militaire russe était ce qu'il y avait de mieux, devant une journaliste qui était extrêmement gênée. C'est pour ça que j'étais tellement abasourdi de voir ça, de la part de Valéry Zaloujny, qui est une légende en Ukraine, hein, l'ex-chef de l'état-major ukrainien, qui a été remplacé ensuite par Sielski. Imaginez-vous Zaloujny dire ça à cette journaliste éberluée qui l'interviewait, et la journaliste qui dit ouais mais bon l'Ukraine quand même elle aussi elle est forte militairement, et Zaloujny qui dit non moi pour moi c'est la science militaire russe et c'est tout, et je sais que des gens ne seront pas d'accord avec moi mais je reste sur mes propos. Carrément, en plus, il insiste lourdement. C'est extrêmement étonnant. Alors, moi, évidemment, les bras m'en sont tombés quand j'ai vu ça. Évidemment, je vais vous montrer l'article, bien sûr. Euh, mais moi, je ne vois qu'une seule explication. Évidemment, je vous en ai parlé à plusieurs reprises le samedi dans mes vidéos. Je vous avais dit quels étaient les prochains présidentiables en Ukraine. Et bon, je vous avais parlé évidemment de Kirilo Boudanov, hein, le chef du SBU, peut-être de Polochenko, mais pas vraiment, peut-être d'Alestovitch, l'ex-conseiller militaire de Zelensky, qui s'est réfugié en Floride ou à New York, je ne sais plus, aux États-Unis, et qui n'arrête pas lui aussi de louer la force russe et de dénigrer la force ukrainienne comme quoi elle s'enfonçait. Mais attention, ça reste toujours un patriote ukrainien, Alestovitch. Et donc, je vous avais parlé de cela, mais je vous avais dit que, évidemment, le très très grand favori, c'est bien évidemment Zaloujny, qui est maintenant ambassadeur ukrainien à Londres. Et donc, pour moi, mais ça ne reste que mon humble avis, je pense que Zaloujny a lancé ça en tant que futur président ukrainien pour montrer au monde entier, et même aux Russes, et surtout aux Russes, qu'il veut faire la paix avec la Russie, et qu'il sera un président qui va à nouveau rapprocher le peuple ukrainien et russe, un peuple en réalité qui était unique, un peuple frère, et donc rabibocher l'Ukraine et la Russie telle qu'elle était en 2014. Donc au début 2014, avant que ça parte en vrille avec le coup d'État américain fin 2014. Donc je pense qu'il a fait ça comme un message donné aux Russes, mais aussi peut-être à tout l'Occident, au peuple ukrainien, pour dire que lui sera le futur président qui redonnera une harmonie entre le peuple ukrainien et le peuple frère russe. Ce n'est que mon avis, nous verrons bien. Bref, voilà, allez, nous allons parler comme d'habitude de bien d'autres choses très intéressantes, ne manquez rien. Voilà, allez, commençons. On va commencer avec un article de Reuters qui nous dit 26 pays s'engagent à donner à l'Ukraine des garanties de sécurité après la guerre, déclare Macron. Le après la guerre est extrêmement important, comme vous l'aurez tous deviné, bien sûr. Alors comme on ne va pas tout lire, on va regarder le résumé. La force internationale ferait partie des garanties, affirme la France, donc Macron. Vous notez le conditionnel, hein. Macron affirme que la contribution américaine aux garanties sera bientôt finalisée. Là, il a dernièrement dit devant les caméras que la contribution américaine était absolument certaine. C'est ce que dit Macron, nous verrons bien. La perspective de pourparlers de paix semble encore lointaine, ça bien entendu. Et enfin et surtout, on a Trump demande aux Européens de cesser d'acheter du pétrole russe et de faire pression sur la Chine.
Alors ça, c'est extrêmement fort de la part de Trump. Donc vous notez que Trump réitère son fameux coup contre l'Inde où il a demandé à Modi d'arrêter carrément d'acheter du pétrole russe, qui était une demande complètement grotesque, en fait tellement grotesque que ça en était risible, voire pathétique de la part de Donald Trump, tellement c'était d'une stupidité incroyable, puisque comme vous le savez tous maintenant, cela a eu l'effet totalement inverse de ce qu'a voulu Donald Trump, c'est-à-dire de jeter l'Inde encore plus dans les bras de la Russie et étonnamment de faire un rapprochement exceptionnel entre l'Inde et la Chine, alors que ce sont normalement des pays ennemis. Bref, donc là, il réitère cette demande face aux Européens d'arrêter d'acheter du pétrole russe et carrément, il demande en plus de faire pression sur la Chine. Bon, bref, c'est totalement grotesque et ridicule encore une fois. Hein, donc, Trump est un abonné pour les décisions grotesques et ridicules. Il ne cessera donc jamais. Sauf que au début, je me suis dit, allez, on va donner une petite chance à Trump. Peut-être que Trump fait ça pour en réalité se débarrasser du projet Ukraine, puisqu'il sait pertinemment que l'Union européenne va dire non, on est toujours obligé d'acheter du pétrole russe, et bien sûr qu'on ne fera pas pression sur la Chine, c'est impossible, la Chine étant un ami indéfectible de la Russie, ce que tout le monde sait par ailleurs. Et donc, me suis-je dit, bah, peut-être que Trump fait ça pour pouvoir dire aux Européens, ah bon, vous voulez pas arrêter d'acheter du pétrole russe et de faire pression sur la Chine alors que moi j'ai fait mon travail, j'ai fait pression sur l'Inde, j'ai fait pression sur la Chine. Bon bref, si c'est comme ça, moi je laisse tomber toute garantie de sécurité de l'Ukraine et mieux encore, je me retire complètement, je vous laisse vous débrouiller. Après tout, il l'a déjà dit ce genre de choses, Trump. Le problème, c'est que Trump, il a un historique hein, sans remonter très loin. Hein. Il a fait des taxes douanières à certains pays complètement ridicules en pensant que ça allait aider les États-Unis. Eh bien, ça a complètement échoué. Il s'est accoquiné avec le Pakistan carrément militairement, alors que le Pakistan était devenu l'ennemi numéro un de l'Inde. Donc ça a braqué l'Inde. En plus de cela, il a demandé à Modi d'arrêter d'acheter du pétrole russe. Bref, donc ça a complètement aliéné l'Inde aux États-Unis. Donc il a fait tellement de décisions d'une stupidité tellement incroyable que bah, peut-être qu'il est sincère dans sa demande et puis peut-être pense-t-il que les Européens vont arrêter d'acheter du pétrole russe et vont même s'abaisser à aller faire pression sur la Chine. Peut-être le pense-t-il vraiment après tout. Hein. Eh oui, encore une fois, il faut penser à son historique. Hein. Bon, bref, nous verrons bien, mais en tous les cas, tout ça donne un tableau quand même très pathétique de l'Europe et même des États-Unis, parce que attention, hein, l'Union européenne est complètement impuissante, mais les États-Unis aussi, ne l'oublions pas. En effet, je vous avais déjà montré plusieurs articles qui démontraient justement que le complexe militaire industriel américain était complètement épuisé, étant donné qu'ils avaient donné la majorité de leur arsenal à l'Ukraine, à Israël et même une partie non négligeable à Taïwan. Donc en réalité, les États-Unis sont impuissants. Eux aussi, ils ont bien d'autres chats à fouetter que l'Ukraine. N'oublions pas que la priorité des États-Unis, c'est la Chine. Et c'est tout. Donc bref, tout ça montre que bah, c'est que de la gesticulation et que ça ne débouchera que sur rien, puisqu'il ne peut en être autrement. Donc à moins que Trump fasse un changement cette fois radical, c'est-à-dire bon, au lieu de menacer la Russie comme il l'a fait à plusieurs reprises, si jamais les pourparlers ne donnaient rien ou qu'il n'y avait pas de perspective de paix pour l'Ukraine, eh bien si jamais Trump pour une fois changeait complètement son discours en disant bon ben moi cette fois je prends les armes contre la Russie, et je vois pas Trump faire ça parce qu'il s'aliénerait complètement sa base MAGA. N'oublions pas que Trump veut son
prix Nobel de la paix, donc il ne fera aucune guerre. Bref, tout porte à croire que Trump laissera tomber l'Ukraine. Au final, il ne peut en être autrement en toute logique. Là, dans le journal JDD, on a la guerre partout en Europe d'ici 2026. L'alerte du ministère de la Santé aux hôpitaux français. Mi-juillet, le ministère de la Santé a envoyé des instructions aux hôpitaux publics français. Ils doivent se préparer à un possible engagement majeur et se tenir prêts à accueillir des milliers de soldats blessés en cas de conflit armé. Alors attention, ce n'est pas une blague ce que vous êtes en train de lire. Une lettre qui met le feu aux poudres. Mi-juillet, le ministère de la Santé a invité les différentes agences régionales de santé du pays à se préparer à un possible engagement militaire majeur de la France d'ici à mars 2026, c'est précis, révèle le Canard enchaîné. Le document indique que le pays pourrait servir de base arrière à un conflit de grande ampleur dans les prochains mois. Vous vous imaginez un petit peu ce genre d'annonce complètement délirante? Donc vous voyez à quel point ils veulent la guerre avec la Russie. Là, j'ai envie de vous dire, ils ne s'en cachent même plus. On n'est plus dans la subtilité. Et puis la coalition là, des volontaires où ils disaient nous on veut envoyer des troupes sur place, on veut garantir la sécurité après la guerre bien sûr, mais on ne bougera que si on a la garantie américaine de protection. Alors évidemment la garantie américaine de protection ne se fera jamais puisque Trump a dit lui-même que il pourrait aider l'Union européenne, mais ce sera principalement du renseignement, des informations données par les satellites américains, ce sera surtout ça. Et pour le reste, et là c'est les paroles de Trump, l'Union européenne devra se débrouiller toute seule, puisque Trump veut absolument cesser d'envoyer des armes et du financement à l'Ukraine. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc en gros, c'est le chat qui se mord la queue, puisqu'on a la coalition des volontaires qui veulent absolument aider l'Ukraine, qui font des plans sur la comète, mais en gros, ils disent à la fin, tout à la fin, alors nous, on fera tout ça, tout ce qu'on a décidé, mais uniquement que si on a des garanties solides de Donald Trump concernant l'aide militaire en Ukraine. Voilà. Chose que Trump a refusée, comme chacun sait. Donc encore une fois, à moins que Trump fasse un 180 degrés et s'implique réellement pour l'Ukraine, chose qui me paraît pour moi, mais ça n'engage que moi, impossible, en gros, c'est du vent, on brasse du vent comme d'habitude, et on fait peur à la population, parce que c'est très important. Faire peur à la population, ça permet de divertir les foules, ça permet de défier les gros scandales, dont l'affaire Trogneux, l'affaire Candace Owens, l'effondrement de l'économie française, la dette française, le fait que nos politiciens sont tellement incompétents que c'est à la limite, on se demande, sont-ils vraiment incompétents ou sont-ils tous des traîtres envers l'État français? Parce qu'il y a une limite à l'incompétence quand même. Au bout d'un moment, là, on a l'impression qu'ils font exprès de détruire la France. On peut se poser la question tout du moins. Donc vous voyez, là, faire peur aux Français, les menacer d'une guerre, c'est une très bonne diversion en communication. Et c'est quelque chose que beaucoup de pays ont fait, bien entendu. On n'a rien inventé là-dedans, c'est typique. Et étant donné qu'il y a un effondrement du côté anglais, allemand et français, pour ces trois pays-là tout du moins, c'est une merveilleuse diversion pour éviter qu'on parle des vrais problèmes qui fâchent. Alors là, on a un article du New York Times absolument édifiant et l'Ukraine est décidément tombée très 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 bas. Là, on a attendre un enfant en première ligne, la maternité dans l'armée ukrainienne. Des femmes soldats ukrainiens enceintes affirment qu'elles se battent pour l'avenir de leur pays et pour leurs enfants. Accroupie dans une tranchée sur les lignes de front dans l'est de l'Ukraine, Olena sentit l'application d'ovulation vibrer sur son téléphone. J'ai réalisé que j'avais vraiment besoin d'être à la maison pour faire un bébé plutôt que de rester assise dans cette tranchée, se souvient Olena, médecin militaire.
Mais ce n'était pas une option immédiate et son désir de fonder une famille était aussi fort que son besoin de servir. Ah, que c'est beau, que c'est beau. Alors oui, l'armée ukrainienne tombe bien bas. Vraiment, elle tombe bien bas. Après avoir kidnappé des gens dans les rues pour enrôler les gens de force, après avoir accepté des handicapés, des gens malades dans son armée, des gens vraiment âgés, sans limite d'âge en réalité, et ben maintenant ils acceptent des femmes enceintes, carrément. Et oui. Et qu'arriverait-il si cette femme enceinte se prend un chapnel, un drone, un obus, que sais-je encore, n'importe quoi qui la tuerait sur le front, évidemment, elle et son bébé. Est-ce vraiment moral? Oui, c'est vraiment triste pour ne pas dire pitoyable vis-à-vis de l'Ukraine. Et moi, à ma connaissance, aucun pays au monde, depuis l'Antiquité, a accepté des femmes enceintes dans son armée. Je n'ai jamais entendu parler de ça dans l'histoire de l'homme. Alors bon, bah voilà, il y a une première fois à tout et l'Ukraine est le premier pays à avoir fait ça. Là, on va parler de Valéry Zaloujny et comme vous pouvez le voir, là, il est en couverture du Time Magazine, hein, The General. Et oui, et vu qu'on ne dit que des bonnes choses sur Zaloujny depuis toujours, qu'il a été à un moment donné un héros national en Ukraine, mais comme il était en fort désaccord avec Zelensky, Zelensky l'a viré pour ne pas qu'il lui fasse de l'ombre en Ukraine, vu qu'il était trop populaire, donc il l'a viré à Londres pour ne pas l'avoir dans les pattes, vu que Zaloujny était toujours en désaccord avec les décisions militaires de Zelensky, mais bon bref, c'est une autre histoire. Pour moi, c'est le futur président ukrainien. Il y a beaucoup de faisceaux d'indices qui montrent qu'en réalité, il n'y en a pas d'autres. On pouvait penser à Arestovitch et éventuellement Boudanov, mais bon, bref, c'est quand même Zaloujny, hein, il fait la couverture du Time, hein, l'oublions pas, The General, hein, bien entendu. Et donc bref, ce qui nous intéresse, c'est surtout ça dans ce long article du Time Magazine. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Mais Zaloujny respectait et admirait également les institutions de ses homologues russes. Dans son bureau, il conserve les œuvres complètes du général Valery Gerasimov, chef des forces armées russes. De 17 ans son aîné, j'ai été élevé dans la doctrine militaire russe et je pense toujours que la science de la guerre se trouve entièrement en Russie, explique Zaloujny. J'ai appris de Gerasimov. Vous vous rendez compte un peu cette phrase? J'ai appris de Gerasimov. J'ai lu tout ce qu'il a écrit. C'est un homme d'une intelligence exceptionnelle et j'attendais beaucoup de lui. Imaginez-vous dire cela. Dire cela de Gerasimov, le chef militaire, bon, entre guillemets, suprême de l'état-major russe. Là, en ce moment même, Valéry Gerasimov. Imaginez-vous les louanges que dit là Zaloujny sur Gerasimov. Mais c'est surréaliste, j'ai envie de vous dire. Mais bon, il le dit quand même. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les étonnantes déclarations qui vont en complet contresens de la propagande occidentale de Valéry Zaloujny. Alors là, je voulais vous montrer un message sur X de Peter Szijjártó, qui est le ministre des Affaires étrangères hongrois, et qui en réalité en dit long sur les attaques de l'Ukraine, que ça soit sur les oléoducs, les raffineries de pétrole russe, etc. En effet, la semaine dernière, je vous avais parlé des attaques ukrainiennes sur les raffineries russes, en vous disant que c'était plus une nuisance qu'autre chose, que les Russes les réparaient en quelques jours. Et bien là, c'est la même chose. Là, regardez, on a Szijjártó qui nous dit, lors de l'attaque de drones et de missiles sur le pipeline de Druzhba, eh bien, les dommages ont été si sévères que les réparations prennent des jours. Oui, donc vous voyez, ça prend des jours, pas des semaines ou des mois. Et n'oublions pas que la station de pompage de Briansk, située à proximité de l'oléoduc, a été touchée non pas une, mais 3 fois entre le 12 et le 23 août, et que même les dégâts causés par ces nombreuses frappes ont pu être réparés en 6 jours.
Alors certes, pendant 6 jours, ça a causé des problèmes à la Hongrie et la Slovaquie en pétrole, mais ça reste quand même qu'une nuisance. Voilà. Donc c'est pour vous dire que ces frappes dont les grands médias occidentaux s'enorgueillissent en disant ah, regardez comment on a réussi à affaiblir la Russie avec ces frappes, en fait ça n'affaiblit absolument rien, à part donner une expertise supplémentaire et plus de moyens de réparation éclair de pipeline ou de raffinerie. Bah, comme ça, la Russie devient le champion du monde de réparation avec le matériel adapté, bien évidemment, quant aux pipelines et aux raffineries. Donc en réalité, ça les rend plus forts pour l'avenir, puisque en gros, c'est comme les sanctions, hein, et bien là, ils sont obligés de faire avec. Et donc, à leur corps défendant, eh bien, ils deviennent des experts en réparation ultra rapide de pipelines et de raffineries. Donc même en prenant sous cet angle-là, eh ben, ça leur donne une force supplémentaire qui pourrait leur servir à l'avenir. Donc bref, toutes ces frappes, raffineries, oléoducs, bah, ne sont que de la communication et n'affaiblissent en rien la Russie, bien évidemment. Là, d'après le journal militaire Top War, on a le nouveau missile ukrainien Flamingo s'avère être de conception britannique. L'Ukraine a présenté un nouveau missile à longue portée prétendument développé par des spécialistes ukrainiens pour des frappes en profondeur en Russie. Des photos du missile baptisé Flamingo ont été publiées la veille et ont été accueillies avec enthousiasme par les autorités ukrainiennes. Cependant, comme le suggèrent les experts militaires, il ne s'agit pas du développement d'une nouvelle munition mais d'un changement de nom. Cependant, les experts estiment qu'il ne s'agit pas d'un nouveau développement, mais plutôt d'un simple recollage de plaques signalétiques. Le missile ukrainien Flamingo serait une copie conforme du gros missile de croisière FP5 développé par le groupe émirati britannique Millennium. En février dernier, le missile a été présenté lors d'une exposition militaire à Abu Dhabi et personne n'a caché qu'il était développé dans l'intérêt de Kiev. Il avait été rapporté auparavant que des pays occidentaux pourraient fournir leurs missiles à l'Ukraine en les faisant passer pour des développements ukrainiens. Il est donc possible que les forces armées ukrainiennes disposent bientôt d'autres missiles identiques aux Taurus allemands. J'aime beaucoup. Bon, bref, voilà ce qu'on pouvait dire sur le Flamingo, qui n'est pas sans rappeler le missile ukrainien Neptune, qui avait été en réalité développé avec l'aide substantielle des Britanniques, pour ne pas dire un missile britannique. Mais bon, bref, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet-là. Alors là, un article du Wall Street Journal qui montre quand même qu'il a toujours été contre Donald Trump. Ce n'est pas une surprise, mais là on le voit ici, puisque le Wall Street Journal révèle que le Pentagone a discrètement bloqué les frappes de missiles à longue portée de l'Ukraine contre la Russie. Le ministère de la Défense a refusé d'approuver les attaques, alors que la Maison-Blanche cherche à inciter Moscou à ouvrir des pourparlers de paix. Donc là, le Pentagone dit oui, pas d'attaque longue portée par l'Ukraine contre la Russie, alors qu'on a lu dans les médias que les États-Unis étaient prêts à donner des nouveaux missiles de croisière nommés ERAM, E-R-A-M, à l'Ukraine. Alors le problème, c'est que ce qu'on ne vous dit pas dans les médias, c'est que ces missiles de croisière ERAM n'existent pas. C'est un concept pour l'instant, rien n'a été fabriqué. Hein, je le rappelle, même pas un prototype. Et les ERAM, c'est copié sur les missiles de croisière S-8000 banderole russes. Alors quand je dis copier, je parle de copier le concept, c'est-à-dire d'avoir des missiles de croisière pas chers, pouvant être produits en grand nombre tout en étant efficaces, bien sûr. Sauf que le S-8000 banderole russe, ces nouveaux missiles de croisière, sont déjà fabriqués en grand nombre par la Russie et déjà utilisés. Hein. Et donc ce qui était révolutionnaire dans ces nouveaux missiles de croisière russes, c'est qu'ils sont pas chers et efficaces. Et ainsi qu'une
une production massive était tout à fait possible. Voilà, donc ils étaient révolutionnaires dans ce sens-là, hein, pas cher, efficace et pouvant être produits en grand nombre. Donc le Pentagone avec les ERAM cherche à faire la même chose, sauf que eux, ils en sont à l'état de concept et qu'ils ont déjà dit à l'Ukraine, ah bah, nous, on pourrait vous en vendre pour 80 millions de dollars. Voilà, on va vous vendre le concept pour l'instant. Vous imaginez le ridicule de la chose avec cette admission du Wall Street Journal, comme quoi le Pentagone, de toute manière, bloque les frappes de missiles à longue portée contre la Russie. C'est en réalité un spectacle vraiment affligeant d'hypocrisie. Alors très vite, je vous montre l'article qui m'a permis d'en savoir plus sur le missile de croisière ERAM. Donc missile longue portée, hein, qui a été définitivement choisi par les États-Unis. Et donc le programme américain ERAM vise à développer rapidement un missile de croisière longue portée et pas cher, ils auraient pu le traduire en français, pour l'Ukraine, donc exactement comme le S-8000 Banderole. Si 16 industriels avaient participé aux premières phases, seuls 2 ont été sélectionnés pour la phase finale, Zone 5 et Co-Aspire. Voilà, ils en sont à là, les Américains, pour l'Ukraine, c'est-à-dire ils ont choisi 2 industriels pour construire ce nouveau missile ERAM. On en est là pour l'instant concernant ce missile de croisière promis à l'Ukraine. Missile de croisière qui, d'après le Pentagone, eh bien, les Ukrainiens ne pourront de toute manière pas utiliser car ils n'en auront pas le droit. Voilà, c'était assez drôle à souligner. Alors ici un article de Géo très révélateur puisqu'en réalité il parle exactement du sujet dont j'avais fait une vidéo exclusive, c'est-à-dire la dépendance complète du complexe militaro-industriel américain vis-à-vis des terres rares chinoises et pas que des terres rares d'ailleurs. Donc là on a Géo qui nous dit comment la Chine pourrait clouer les F-35 américains au sol. Et attention, c'est pas une vue de l'esprit, hein. Donc là, on a que Xi Jinping dispose toujours d'un atout dans sa manche, la place prépondérante de la Chine dans la production des terres rares, vitale pour l'industrie de pointe. Un métal en particulier, le samarium, est au centre des attentions tant il est essentiel pour le développement de matériel militaire de pointe. La suspension des exportations de ce métal par Pékin le 4 avril remet ainsi en cause la suprématie militaire américaine et place la Maison-Blanche dans une position plus que délicate. En effet, le principal utilisateur de samarium aux États-Unis est ainsi Lockheed Martin, géant de l'aviation militaire dont les F-35 nécessitent 22 kg de samarium. Donc vous voyez à quel point les États-Unis sont en réalité un tigre de papier et très vulnérable. Et en réalité, c'est la Chine qui a toutes les cartes en main et non pas les États-Unis comme aime le faire croire Donald Trump, bien évidemment. Bon, en réalité, pour ceux qui me suivent depuis un moment, là, vous n'apprenez pas grand-chose dans cet article. Alors là, on va lire un article très intéressant de TASS et ça nous est donné par Dimitri Medvedev qui fait une déclaration étonnante pour se voir restituer les avoirs gelés qui sont bloqués. Et vous allez voir comment, hein, c'est très très intéressant, hein. Alors là, on va lire en détail. La Russie entend récupérer ses avoirs gelés en Occident et transférer en Ukraine en les récupérant en nature, c'est-à-dire sous forme de terrain et de biens immobiliers, a déclaré le vice-président du Conseil de sécurité russe Dimitri Medvedev. Commentant le transfert par Londres de 1,3 milliard de dollars de bénéfices provenant de l'utilisation d'actifs russes à Kiev, Medvedev a souligné sur sa chaîne Telegram que les voies légales ayant peu de chances d'aboutir, la seule méthode réaliste consiste à restituer physiquement les biens de valeur, à savoir les terrains ukrainiens et bien d'autres biens immobiliers qui s'y trouvent. Il a précisé que ces propos ne concernent pas les territoires du Donbass et de la Novorossiya, c'est-à-dire les territoires qui sont déjà dans la constitution russe, les 4 oblasts que vous connaissez tous déjà, qui
a-t-il affirmé, appartiennent déjà à la Russie. Medvedev a également accusé la Grande-Bretagne d'avoir transféré des fonds russes à des néo-nazis, qualifiant cette situation de vol. Et c'est vrai factuellement. Il a affirmé que cette situation donne à la Russie le droit légal d'exiger des compensations de la part de la Grande-Bretagne et de l'actuel gouvernement ukrainien. Voilà, bah ça c'était très intéressant à lire concernant les avoirs russes gelés et leurs intérêts et dont la façon dont sont utilisés ces fameux intérêts russes. Et voilà, on a fini avec cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner et à partager surtout si vous voulez soutenir cette chaîne. Merci beaucoup à tous et toujours, soyez curieux.